Îlot de nature entre ville et campagne, longtemps associé aux mystères et aux légendes, les forêts gardent l'image d'un lieu de calme et de ressourcement. Et pourtant, on y trouve bien d'autres choses que des champignons. Elles sont aussi une richesse économique, exploitée et façonnée par la main de l'homme. À quoi servent nos forêts? On en parle tout de suite dans Enquête de région. On vient s'y promener le week-end, en famille, découvrir les arbres, s'oxygéner ou faire du sport. Pour la plupart d'entre nous, la forêt reste ce lieu de nature près de chez soi. Mais elle est aussi un formidable réservoir de biodiversité et une filière économique. L'exploitation des arbres nous permet de nous chauffer, de nous meubler ou même d'emballer les biens de consommation. Une ressource utilisée depuis les débuts de l'agriculture il y a près de 8000 ans, parfois jusqu'à l'épuisement. Ainsi, cette forêt dans laquelle nous nous trouvons était au 19e siècle considérée comme totalement ruinée. Pour ce nouveau numéro d'Enquête de région, nous nous sommes installés au nord d'Alençon, dans la forêt des Couves, l'un des massifs forestiers les plus importants de Normandie. Située dans le parc régional naturel Normandie-Maine, elle s'étend sur plus de 8000 hectares. Quelle histoire portent nos forêts? Comment les gère-t-on aujourd'hui? Pourquoi sont-elles précieuses? Tout de suite, le sommaire. Pour ceux qui savent y regarder de plus près, notre forêt est un livre d'histoire à ciel ouvert. Depuis longtemps, l'homme a pris conscience de la richesse qu'elle représente. Les indices des différentes époques de son exploitation sont encore visibles, comme dans la forêt de Lyons, en Seine-Maritime. Une forêt, c'est essentiel au Moyen-Âge. D'ailleurs, le bois coûte très très cher. C'est un peu l'âge d'or de la forêt quand même, Oui, le c'est bien sûr. Moyen-Âge. Un âge d'or qui s'est effondré un peu rapidement à partir de la fin du Moyen-Âge, le XVe siècle. Que deviennent les arbres exploités dans nos forêts normandes? Le plus souvent, ils servent à la construction, mais une autre filière est en expansion depuis 20 ans, celle du bois de chauffage. Rencontre avec un propriétaire de forêt privée dans l'Orne. Le bois énergie, c'est la première des énergies renouvelables en région. On entend souvent parler de l'éolien ou du solaire, mais en fait, c'est bien la biomasse qui est la première source d'énergie renouvelable. La forêt, c'est aussi un espace de loisirs. Pour offrir un petit coin de nature à ses habitants, la ville de Caen décidait d'acquérir dans les années 70 les 475 hectares de la forêt de Grimbaud. De nombreux usagers en profitent aujourd'hui encore, et parmi eux, les amateurs de naturisme. C'est la nature, on est sous les bois comme vous voyez, et puis là on fait un petit peu de travail ensemble, là, les fleurs, il y a tout ça qui pousse, voilà, on découvre la nature en étant nus. Notre clin d'œil de fin est un conteur. François Epiard s'est souvent perdu en forêt pour en explorer les mystères. Perché dans un arbre, il en évoquera quelques-uns avec nous. Dans nos forêts normandes, qu'y a-t-on? On a des lutins? On a des sorcières? Ah non, on a des choses qui font beaucoup plus peur que ça, un grand silence. Avant d'être un lieu d'activité ou de balade, la forêt demeure un lieu de rêverie. Druides, ogres et autres sorcières peuplent notre imaginaire. Dans les bois, on aime se perdre, on y croise parfois nos peurs. Pour son éditorial, François Pesquet s'est plongé dans ce petit monde fabuleux qui se cache derrière nos bosquets. À peine franchi l'orée de la forêt ce jour-là, une manifestation étrange. C'est certainement parce que dessous, il y a le diable, il y a l'enfer. Donc, quand il y a l'enfer, le feu de l'enfer, des fumées s'échappent. Et dessous, il y a un trou et les trésors du diable. Qui a dit que la forêt avait perdu de son mystère? Certainement pas notre conteuse qui arpente souvent ces sentiers. Quand on entre dans la forêt, on entre dans le milieu des bêtes, du sauvage, des marginaux, des brigands, un lieu un peu inquiétant. On est tout à fait hors de la civilisation. La forêt, étymologiquement, vient du mot latin foresti, qui signifie hors de l'enclos, c'est-à-dire hors de la civilisation.
Par conséquent, entrer dans la forêt, c'est aller de l'autre côté. Et la légende, le conte, c'est aussi aller de l'autre côté. Du côté de l'imaginaire obscur, bien sûr. Car la forêt dissout les repères, brouille les cartes, nous perd, et accueille volontiers sorcières, fées, dieux, esprits, génies, goublins, comme l'on dit en Normandie. Et puis, nous avons des dames blanches parfois aussi, en particulier quand on est près d'une mare, comme ici, parce que les dames blanches surgissent toujours des endroits particulièrement humides. La forêt sauvage a disparu en Normandie comme ailleurs en France. Depuis des milliers d'années, elle est façonnée à coups de hache. Mais les légendes qui la racontent sont encore vives et disent la longue histoire qui lie les hommes à la forêt. Très profondément, les croyances sont restées. Comme on le voit dans certaines forêts normandes, d'aller faire des nœuds aux branches des arbres, par exemple. Alors, promenons-nous dans les bois, car la forêt est peut-être aussi ce refuge à découvrir. Ça tombe bien, chaque année, dans notre région, elle gagne du terrain, et ça n'est pas une légende. Toujours dans l'Orne, au cœur de cette forêt découvre. Pour commencer cette émission, nous allons essayer de mieux comprendre l'histoire qui lie les hommes et la forêt. Depuis le Moyen-Âge, c'est avec le défrichement des bois que les champs, les villes et les activités humaines se sont développées. Les massifs forestiers s'éclaircissent alors, fournissant aux hommes de quoi se chauffer, construire leurs maisons ou encore alimenter en combustible leurs industries. Ressource précieuse, la forêt a fait depuis longtemps l'objet de tentatives de gestion. Nous en parlerons dans un instant avec notre première invitée. Mais d'abord, quelques repères sur notre forêt normande. Si au XIIIe siècle, notre région était l'une des provinces forestières du royaume, la Normandie appartient désormais à ce que l'on appelle la France chauve. Les forêts y sont moins présentes qu'ailleurs. Elles ne représentent que 14% de sa superficie contre 29% en moyenne en France. Ces massifs sont inégalement répartis sur notre territoire régional. La Manche est le département français où l'on compte le moins de surface forestière avec 5% de boisement contre 20% dans l'Eure. Contrairement aux idées reçues, seulement un quart de cette forêt est publique, gérée par l'ONF, l'Office national des forêts. Les 3 quarts restants appartiennent à l'un des 90 000 propriétaires privés de Normandie. Parmi les essences qui la composent, on trouve principalement des feuillus, du hêtre, du chêne à 80% et 20% de résineux, du sapin pectiné au pin Douglas. Ce bois est utilisé pour la construction, l'ameublement, l'emballage, la fabrication de papier ou le chauffage. Depuis longtemps, on a pris conscience de cette richesse de nos forêts. Ainsi, au Moyen-Âge, les rois de France s'emparaient de certains domaines, créant des forêts royales afin de se constituer notamment des réserves de chasse. Parmi elles, celle de Lyons-la-Forêt, un lieu chargé d'histoire dont Véronique Arnoux nous dévoile quelques secrets. Emmanuel Boivin, pour votre métier, vous sillonnez cette forêt de Lyons depuis 20 ans. Oui. Et vous dites que c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Oui, effectivement, quand on regarde autour de nous, de premier abord, c'est pas évident, mais juste à quelques mètres de nous, il y a des indices de présence humaine il y a 2000 ans. On peut aller voir si vous voulez. Allez, on va voir ça. Cette mare, par exemple, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'époque gallo-romaine, donc il y a 2000 ans? Ça indique finalement la présence d'un domaine agricole qui comprenait une habitation, probablement des bâtiments, et puis tout autour, une zone cultivée, une zone d'élevage. Il n'y avait pas de forêt, ça ressemblait probablement au Pays de Caux.
qu'on a aujourd'hui. Hein, donc des domaines agricoles un peu dispersés. On a près de 200 mares sur la forêt de Lyons. Vous imaginez le nombre d'habitations que ça représentait. Vous m'aviez dit, il y avait même un petit bout de tuile. Oui, là, par exemple, là, voilà, il y a un morceau de tuile qui indique bien la présence d'une habitation de cette époque-là. Voilà, on voit même les traces du potier qui a façonné, formé cette tuile, quoi. J'imagine qu'aux alentours, on peut trouver un autre marqueur d'histoire. Oui, alors, par exemple, un marqueur plus récent, c'est des indices de Seconde Guerre mondiale, tout près d'ici. Allez, je vous suis. On y va. Voilà, donc sur cet arbre remarquable, là, on a quelques indices des graffitis qui datent de 1944. On a bien la date et probablement le jour au-dessus. Et puis là, un graffiti qu'on interprète comme War. Voilà, donc est-ce que c'est un soldat allié qui a laissé son passage ici? Enfin, toujours est-il que voilà, il y a une trace de ce qui s'est passé ici il y a plus de 70 ans. Bruno Nardeux, vous êtes historien. Oui. D'ici peu, vous allez soutenir une thèse sur la forêt de Lyons au Moyen-Âge. Alors, on est à 10 km de Lyons. Absolument. Avant la forêt arrivée jusqu'ici. Quasiment, oui. Jusqu'à 500 mètres peut-être, hein, mais Elle quasiment. faisait 25 000 hectares. Alors, elle servait à quoi cette forêt au Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'on peut imaginer des activités qu'il y avait? Une forêt, c'est essentiel au Moyen-Âge. D'ailleurs, le bois coûte très très cher. C'est du bois de construction, donc on va faire des maisons, hein, les maisons à colombage que l'on voit encore, elles existent bien sûr déjà à l'époque. On va faire des châteaux, des abbayes, des ponts. C'est l'un des plus beaux parcs de chasse de Normandie, peut-être même du royaume. Le roi vient ici 2 à 3 fois par an. C'est un peu l'âge d'or de la forêt quand même, Oui, le Moyen-Âge. c'est bien sûr, c'est l'âge d'or de la forêt de Lyons. Et un âge d'or qui s'est effondré un peu rapidement à partir de la fin du Moyen-Âge, le XVe siècle. La surface boisée diminuera de nouveau pendant la Révolution française. Mais à partir du XIXe siècle, les forestiers vont reconstituer ce patrimoine avec un arbre emblématique, c'est le hêtre. Et donc c'est une espèce qui avait de multiples usages à cette époque-là, hein, des outils, des objets usuels, des ustensiles de cuisine, de l'ameublement. Et donc on valorisait vraiment pleinement cette essence. On avait sur le secteur, tout près d'ici, un garde forestier photographe qui nous a légué un patrimoine extraordinaire, voilà, de ces forestiers de l'époque, 1900, et de ce qu'on pouvait y faire également en forêt. Voilà, donc on trouve une scierie qui était installée en pleine forêt, l'équipe de forestiers lors d'un martelage. Voilà, donc on peut vraiment identifier et toucher la vie, toucher les hommes et la vie à cette époque-là. Difficile en quelques minutes de vous raconter 2000 ans d'histoire de la forêt de Lyons, mais s'il faut peut-être retenir quelque chose, c'est qu'avec un regard un peu plus averti, on peut essayer de repérer les petites cicatrices et les marqueurs d'histoire. Bon courage à tous. Ronan Le Chevalier, vous avez été négociant en bois, vous avez été forestier, vous êtes aujourd'hui professeur de charpente dans un lycée professionnel à Honfleur. Quelle utilité a eu la forêt au cours de l'histoire ? L'utilité a été principalement pour la construction et aussi pour la consommation à usage domestique. On peut remarquer une courbe à peu près identique entre l'augmentation de la population et la baisse de la surface forestière, notamment en Normandie, avec un croisement à peu près au niveau de la gare de Cent Ans, où là il y a une forte baisse de la production forestière et de la surface, du fait de la nécessité de bois, notamment pour les machines de guerre, des incendies et autres. Et au cours de l'histoire, il y a eu des époques où on s'est beaucoup servi de la forêt. Au niveau des Gallo-Romains, du fait du défrichement, on s'est servi de tous ces arbres. Guillaume le Conquérant s'en est servi beaucoup aussi à la fois pour ses constructions et pour sa marine. Colbert a fait en sorte de faire replanter et de faire travailler dans les années 1600 et organiser la gestion des forêts du royaume. Parce qu'elle a failli disparaître, cette forêt, à un moment donné ? Elle était fortement en baisse. Du fait des défrichements qui s'imposaient pour la consommation, forcément, les gens venaient en forêt, se servaient un petit peu, et donc on n'avait pas d'arbres suffisamment gros en diamètre pour pouvoir faire notamment la charpente marine, dont la France avait besoin pour s'imposer au niveau des océans. Et aujourd'hui, la forêt, elle a la même utilité ? Elle a la même utilité, même si elle a changé, sachant que des arbres
que Colbert avait prévus pour faire de la charpente marine, ces mêmes arbres n'ont pas servi à faire des bateaux, mais ont servi à faire soit du plaquage, donc ce qui vous permet d'être mis sur des panneaux d'agglomérés. Avec un arbre, on fait énormément de planches. Ont servi pour faire des meubles et pour faire de la construction, mais de la construction de maisons ou de la menuiserie. Merci beaucoup Ronan Le Chevalier, merci. Merci bien. Il y a un peu plus de 50 ans, la gestion des forêts prend un tournant décisif avec la création de l'Office national des forêts. Depuis 1964, l'organisme est chargé de les exploiter de manière durable, comme cette plantation où nous nous sommes déplacés toujours dans la forêt des Couves dans l'Orne. Mais nous vous le disions, l'ONF ne possède qu'une petite partie des massifs normands, le reste étant détenu par des propriétaires privés. Alors comment ces forêts sont-elles exploitées aujourd'hui? Que deviennent les arbres que l'on coupe ici? Réponse dans un instant avec un responsable de l'ONF et un représentant du syndicat des forestiers privés de l'Orne. Mais d'abord, gros plan sur une filière en expansion depuis 20 ans, celle du bois de chauffage. Rencontre avec un propriétaire privé dans l'Orne qui a diversifié son activité, un choix qu'ils sont encore peu nombreux à avoir fait. Tout est calme. Profitons-en, ça ne va pas durer. Parce que depuis peu, au cœur de ce massif, il y a une route. Cette forêt fait 2 km de long, elle n'était pas desservie par une route accessible aux camions. Les modes de gestion actuels de la forêt supposent une plus grande mécanisation des moyens, donc des engins lourds, il n'y avait pas autrefois. Lourd et assez bruyant, on vous avait prévenu. Cette broyeuse est une aubaine pour ce propriétaire forestier. En une vingtaine de minutes, elle va réduire 25 tonnes de branchage en plaquettes de quelques centimètres. Du bois de chauffage. On laisse en fait ces bois sécher naturellement en forêt. Donc c'est vrai qu'on voit ces piles de bois qui sont stockées en forêt pendant 4 à 6 mois pour sécher naturellement, et quand on vient les broyer, comme c'est le cas aujourd'hui, on sait qu'on est dans les conditions que demandent nos clients en chaufferie. Mais tout de même, à suivre le parcours d'un tel chargement jusqu'à destination, ici la chaufferie de la laiterie d'Isigny-sur-Mer, on se pose quelques questions. Dans cette unité industrielle, la consommation en énergie est équivalente à celle d'une ville de 12 000 habitants. Autrement dit, ces chaudières engloutissent l'équivalent de 5 camions par jour. Est-ce bien raisonnable pour nos forêts? Les professionnels répondent sans hésitation. Un arbre qui tombe, ce n'est pas un drame, c'est la vie normale. C'est la récolte, le fruit d'une bonne gestion, quand toute une filière travaille de manière cohérente et vertueuse. On est tout le contraire de l'exploitation minière d'une ressource. On est dans ce qu'on appelle la gestion durable de la forêt. Et donc, en étant très attentif à son entretien, son renouvellement. Et la profession soucieuse de pédagogie le montre ainsi. La parcelle où nous sommes correspond à ce cas de figure. Les chênes ne s'y développaient plus. Le terrain était trop pauvre. Alors on les a coupés et ils seront remplacés. Ils vont donc être vendus en bois d'œuvre. Ça représentera l'essentiel des revenus du propriétaire, environ 80%. C'est le reste qui va être transformé en bois énergie. Ce qui autrefois aurait été bûcheronné ou serait resté à pourrir à même le sol, sera ainsi valorisé. Il ne faut pas oublier que l'énergie doit être le dernier usage du bois. Avant, on a le bois d'œuvre pour la construction. Après, on a le bois de trituration pour le papier, l'industrie du panneau. Et en dernier lieu, le bois énergie doit arriver pour valoriser les bois les moins qualitatifs. Et c'est ce respect de cette chaîne, dans le respect des certifications, qui permet de nous affranchir de problématiques environnementales vis-à-vis de la filière au sens large. Et l'autre vertu, non moins verte, c'est le circuit court, le bois made in Normandie. Le bois énergie, c'est la première des énergies renouvelables en région. On entend souvent parler de l'éolien ou du solaire, mais en fait, c'est bien la biomasse qui est la première source d'énergie renouvelable. Quand on choisit de mettre en place une chaudière à bois déchiqueté plutôt qu'une chaudière au gaz ou au fioul, c'est aussi le choix d'un développement territorial que l'on fait. C'est aussi le choix du soutien à une filière économique locale, et tout l'argent que l'on va débourser pour acheter le bois qui va rentrer dans la chaudière, c'est de l'argent qui est de la valeur ajoutée territoriale
tout à fait contrairement à ce qu'il se passe quand on achète du gaz ou du fioul qui correspondent à des flux financiers qui sortent de nos territoires. Quant aux finances à plus long terme, elles prennent racine ici, en lieu et place des vieux chênes. Ce seront des résineux, à pousses plus rapides, mieux adaptés au sol et à la demande d'aujourd'hui. Ce qu'il y a derrière moi, c'est une plantation de Douglas. Et dans 35-40 ans, on commencera à les couper pour favoriser les plus beaux et puis obtenir du bois d'œuvre de grande qualité. Notre plus grand plaisir, c'est de faire des arbres et de beaux arbres. C'est la vocation d'un forestier. François Hurel, vous êtes le président du syndicat des forestiers privés de l'Orne. On vient de voir dans le reportage l'importance de la filière de bois énergie, le bois de chauffage. Est-ce qu'en Normandie, la ressource elle est suffisante pour fournir? Elle est suffisante dans l'état actuel des choses. Après, tout va dépendre des besoins et donc pour l'instant, on peut fournir sans problème. Ce bois de chauffage, ce bois énergie, quel intérêt il a pour les forestiers? Pour nous, l'intérêt, c'est de vendre et d'évacuer, d'utiliser des sous-produits forestiers qu'on ne saurait pas valoriser autrement en bois de chauffage tout à fait classique. Ce n'est pas l'essentiel de votre activité? Pas du tout. L'objectif du forestier est avant tout de planter et d'élever, je dirais, des grumes pour faire du bois d'œuvre. Donc le bois de chauffage n'est que le sous-produit de l'exploitation de bois d'œuvre ou de ce qu'on ne peut pas valoriser autrement. Et quand vous dites bois d'œuvre, quels sont les débouchés précisément? Les débouchés, c'est tout ce qui touche l'ameublement, la charpente, la fabrication de parquets, etc. Aujourd'hui, est-ce que la forêt est suffisamment exploitée? On peut encore l'exploiter un peu plus. On a une marge de manœuvre par rapport à l'accroissement naturel annuel, puisqu'on n'atteint pas, on ne l'exploite pas complètement. Bernard Hérault, vous êtes responsable à l'Office national des forêts. Est-ce que la forêt publique elle est exploitée de la même manière que la forêt privée? Alors la forêt publique, à la différence de la forêt privée, est plus en contrat avec l'État. C'est-à-dire l'État donne des missions à la forêt publique par rapport à ses forêts domaniales, mais aussi aux forêts des collectivités. Et des missions complémentaires, supplémentaires? Il y a une mission qui est l'accueil du public, donc, qui est importante en forêt domaniale, une mission de préservation de la biodiversité, ou restauration également de la biodiversité. La première mission, c'est alimenter la filière bois en produits d'œuvre de bonne qualité. Alors ici, on est sur une plantation de jeunes pins, on ne les voit pas, ils sont perdus dans les fougères. Pourquoi est-ce qu'ici, vous plantez du pin? Alors ici, on est sur des sols pauvres. La forêt des Couves a été surexploitée, on va dire, au XVIIIe et XIXe siècle. Et certains sols sont difficiles, on va dire, trop contraignants pour le feuillu. Donc le pin sylvestre est le mieux adapté à ce type de station. C'est une particularité de la forêt des Couves, d'avoir beaucoup de résineux par rapport au feuillu? Alors c'est 50-50 à peu près. Donc les zones qui avaient été surexploitées ont été plutôt plantées en résineux. Et le reste est en feuillu, alors chêne, hêtre en mélange. Et vous en faites quoi de ces arbres, de ces résineux, de ces feuillus? Alors le feuillu, on va dire, est plutôt du bois d'œuvre de qualité, mais sur un arbre, vous comprenez, il y a une base qui est de qualité et puis la couronne qui va être plutôt du bois de chauffage. Donc chaque arbre va produire différents produits. François Hurel, la gestion forestière, c'est une gestion souvent de long terme. Est-ce qu'avec des résineux comme ici, ça permet de réduire les durées? Est-ce que c'est un intérêt? Tout à fait, puisqu'en fait, entre un résineux et un feuillu, on est à 50-60 ans sur un résineux et plutôt à 100 ans sur un feuillu type chêne ou hêtre. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation du coup de privilégier des pins plutôt que des chênes? Alors ça c'est une vraie bonne question. Je m'explique. La tentation de privilégier les pins, c'est qu'effectivement les pins ou les Douglas, etc., il y a une demande actuellement très importante de la part de l'industrie. La demande en feuillu, le sciage de feuillu diminue tous les ans, donc au niveau national. Et en plus, on travaille sur du feuillu, on travaille sur un très long terme. L'investissement est beaucoup plus lourd, ramené à l'hectare, et avec une inconnue qui est importante, c'est les besoins d'industrie sur le long terme. Il y a donc des effets de mode, il y a également le réchauffement climatique. Cela aussi, vous devez le prendre en compte dans votre gestion à long terme? Oui, tout à fait. Et ça aussi, c'est un vrai sujet, parce que raisonner à 100 ans,
sur l'évolution climatique, c'est une équation très complexe que la plupart des scientifiques n'arrivent pas à maîtriser. Il est globalement acquis qu'on a une augmentation de la température, ça c'est indéniable. On a des périodes maintenant de sécheresse un peu plus longues, des précipitations un peu différentes dans la saison. Du coup, pour intégrer tout ça, on doit privilégier des essences éventuellement nouvelles. Quelques exemples, le hêtre dans nos régions, je dirais malheureusement dans les 100 ans qui viennent, risque d'être un peu condamné. On a des maladies qui se développent sur les frênes. Donc il faut s'adapter. Merci, merci à vous. Préserver la biodiversité, c'est l'une des missions de notre grand témoin. Michel Ameline, vous êtes responsable du pôle patrimoine naturel pour le parc régional Normandie-Maine qui englobe cette forêt des Couves dans laquelle nous nous trouvons. On a vu les relations entre la forêt et les hommes et notamment son exploitation. Est-ce qu'ici en Normandie, il existe encore des forêts vierges? En Normandie, il n'y a plus du tout de forêts vierges. Toutes les forêts ont été exploitées depuis très longtemps. On peut encore en trouver en France dans les zones de haute montagne. Et encore, ça reste à prouver. Je pense qu'à un moment ou à un autre, elles ont dû être exploitées. Et si on a une idée de ce que pourrait être une forêt vierge chez nous, enfin, sous les climats, on va dire, tempérés, il faut aller rechercher plutôt dans les pays de l'Est, et notamment en Pologne, la forêt de Białowieża, qui est une forêt qui est naturelle, non exploitée, et dans laquelle on trouve une grande faune qui existait autrefois chez nous, comme les loups, comme les bisons, les ours, les élans. Il pourrait y en avoir en Normandie si on n'avait pas exploité les forêts. Si on n'avait pas exterminer toutes ces espèces qui sont pour certains des grands fauves, donc qui représentaient une menace autrefois, effectivement on aurait encore toute cette faune ici. Alors justement Michel Ameline, on va vous retrouver dans quelques instants, mais avant on va s'intéresser à tous ceux qui grouillent, tous ceux qui poussent dans nos forêts, un petit monde à part. C'est quoi une mare? Une mare, c'est de l'eau. De l'eau, déjà. S'il n'y a pas d'eau, forcément, il n'y a pas de mare. L'eau, elle est plutôt dans un trou ou sur une bosse? Dans un trou. Dans un trou. C'est une plongée dans un milieu que tout le monde pense connaître. Une mare, contrairement à un lac ou à un étang, c'est pas profond. Donc c'est un trou, pas profond, avec de l'eau. Dans cette mare forestière, une multitude d'animaux a trouvé naturellement refuge, scruté de près ce matin-là par des élèves de CP. Vous avez trouvé ce que c'était? Oui, c'est une libellule. Ça. Et comment vous êtes sûr que ce soit une libellule? Parce qu'il a un truc derrière aussi, on voit ses ailes. Est-ce que vous pensez qu'il a des ailes là? Là, oui. Oui, c'est vrai, on voit ses petites ailes. La libellule, à l'état de bébé, va respirer sous l'eau et au moment de sa transformation, elle va sortir de l'eau, elle va faire sortir son corps d'adulte de son corps d'enfant. Elle va complètement sortir et là vous avez bien une libellule adulte et sa carapace, son squelette d'enfant. Certains amphibiens, comme ces tritons, sont des espèces protégées, menacées d'extinction. Ils sont dans la mare qu'au printemps, début été, pour faire les petits. La mare, maternité géante de la forêt, est l'une des garantes de la biodiversité. S'il n'y a pas ces points d'eau dans les forêts, les amphibiens ne peuvent pas se reproduire. Donc ce sont des animaux en grosse voie de disparition. Donc en maintenant les mares dans les forêts, ça permet de maintenir ces animaux-là. Ces enfants, désormais initiés, seront-ils les futurs garants de cette biodiversité ? À l'Office national des forêts, préserver une grande variété d'espèces est une des principales missions. Pour y parvenir, la forêt doit offrir des habitats multiples afin que chacun trouve sa place. Depuis quelques semaines, c'est dans un chêne creux que ce piquet-pêche et sa femelle sont venus nicher pour accueillir leur portée. Auparavant, on avait tendance à exploiter, à considérer que ce bois de maigre qualité technologique n'avait pas d'intérêt et n'avait pas d'utilité en forêt. Donc on avait tendance à le récolter généralement comme bois de chauffage. De plus en plus maintenant, ce type d'arbre constitue des arbres à haute
qualité environnementale. Et donc on essaye d'en recruter effectivement un certain nombre dans nos peuplements adultes, dans nos peuplements, même d'en conserver dans les peuplements les plus jeunes. Désormais, ces arbres riches de biodiversité sont donc répertoriés et géolocalisés par les forestiers. Dans le même esprit, un arbre mort par hectare en moyenne est laissé à terre. Là, on a vraiment la diversité de la vie dans le sol, avec des galeries de rongeurs, des toiles d'araignées, des zones de bois qui sont déjà consommées par les champignons, donc qui sont en train de pourrir. Et en forêt, 80% de la vie se trouve dans le sol. Sous chaque pas, ce sont des milliers d'individus qui grouillent et qui participent au cycle de la vie dans le sol, à renouveler la matière, tous les animaux morts, toutes les plantes mortes, les feuilles, les branches, tout est recyclé pour donner de la nourriture que va utiliser la forêt ensuite, ultérieurement, pour pouvoir croître de nouveau. Protéger cette richesse du sol n'est pas toujours aisément compatible avec l'accueil du public, l'autre mission des forestiers. Dans ce massif périurbain, certaines mesures de préservation ne sont pas toujours bien comprises par les promeneurs. Le public peut être gêné par des arbres morts parce qu'ils vont trouver que la forêt a un aspect sale, pas propre. Mais il faut expliquer aux gens à quoi ça sert. C'est important d'avoir toute cette richesse qu'on a la chance d'avoir en forêt et de la préserver. Et pour eux, c'est important aussi. Expliquer et toujours trouver un équilibre entre préservation de la biodiversité, accueil du public et exploitation économique de la forêt. Vous êtes toujours dans Enquête de région, nous sommes installés dans l'Orne avec notre grand témoin Michel Hamelin. Vous êtes le responsable du pôle patrimoine naturel au parc régional Normandie-Maine où se trouve cette forêt des Couves. Cette forêt, en quoi est-ce que c'est un milieu très riche? La forêt des Couves est le plus grand massif forestier de Normandie. Si on compte forêt publique, forêt privée, 13 000 hectares. La richesse de cette forêt est due à sa topographie, donc des versants sud, des versants nord, des vallées, des lignes de crête. Et aussi à cette grande diversité d'essences qu'on y trouve. Des feuillus, qui sont naturellement chez nous en Normandie, le chêne et le hêtre, et depuis le début du XXe siècle, l'implantation de résineux. Donc cette grande diversité d'essences apporte aussi une grande diversité en termes de biodiversité pour la forêt. Donc c'est un élément important, on va dire, en termes de richesse et de biodiversité. En outre, on va y trouver des milieux un peu spécifiques, particuliers, comme les pierriers, comme des tourbières, et comme des landes, les landes qui sont des reliques de la surexploitation forestière qui a eu lieu pendant près de 8 siècles. C'est l'arbre qui régule tout ça? Alors l'arbre a une fonction importante, c'est l'arbre qui va être le support de cette biodiversité pour l'essentiel. La biodiversité forestière, elle est constituée dès la croissance des arbres par un certain nombre d'insectes ou autres qui vont se nourrir des feuilles. L'arbre va grandir, on va retrouver dans ces arbres, une fois qu'ils vont être très âgés, à l'occasion de coups de vent, des choses comme ça, des fissures qui vont abriter d'autres animaux, et notamment des chauves-souris. Certains arbres vont mourir avant l'âge, donc il y a des cavités qui vont se créer, notamment les pics vont creuser des trous dans ces cavités. Ces cavités vont abriter d'autres espèces. Et tout au long de la vie de l'arbre jusqu'à sa mort, on va avoir une succession d'animaux qui vont utiliser cet arbre jusqu'à complètement transformer la matière organique de l'arbre en éléments minéraux qui vont retourner au sol et permettre ainsi aux futurs arbres d'avoir la nourriture nécessaire pour grandir. L'arbre, la forêt, est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui de la protéger? Est-ce qu'il existe des menaces? La menace, ça pourrait être une tentation assez forte de vouloir exploiter au maximum la forêt. Ce que l'homme a fait depuis le Moyen-Âge, il a surexploité la forêt notamment pour fabriquer du charbon de bois, alimenter des forges. Ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, les forêts étaient ruinées. Il a fallu reconstituer à partir de cette époque-là deux nouvelles forêts, une nouvelle orientation pour la forêt, puisqu'en fait, du charbon de bois, on est passé à du bois d'œuvre, qui sert aux charpentes, qui sert aux meubles, qui sert à un tas de choses. Et aujourd'hui, on voit ressurgir, on va dire, le besoin de trouver de nouvelles énergies, notamment le bois déchiqueté, qui sert à alimenter les chaudières. Il y a des grosses chaudières qui ont été implantées sur Alençon, et dans quelques grandes villes, Argentan, quelques grandes villes ici, qui ont besoin de plaquettes forestières. Et la tentation serait forte pour le forestier de vouloir tout valoriser. Cette menace, elle est réelle ce besoin de bois de chauffage peut vraiment menacer les forêts normandes? Je suis persuadé qu'on peut avoir ce risque, effectivement, de vouloir tout valoriser économiquement, puisque grosso modo, les forêts ne sont pas
d'un grand rapport, hein. C'est des grandes surfaces mobilisées, c'est des ventes qui sont aléatoires en fonction du cours du bois, et ce sont des cours mondiaux. Donc le fait de laisser ce qu'on appelle le houppier, donc c'est toutes les branches qui ne vont pas être utilisées au sol, permet de régénérer les sols. Mais si on peut le valoriser en bois déchiqueté pour alimenter les chaudières, la tentation sera forte. Du coup, on va rompre le cycle de la forêt, et notamment la reconstitution des sols. Ce qui s'est passé pendant 8 siècles de surexploitation, si on recommence sur 2 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, on va retrouver une situation de Pourquoi forêt. est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important de préserver la forêt? À quoi ça sert une forêt? Alors, la forêt, c'est, en termes de patrimoine naturel, un support de biodiversité. Bon, on vient de l'évoquer, mais la forêt a d'autres fonctions. La forêt, ce sont des arbres, avant toute chose. Un arbre, c'est 70%, 90% d'eau, pratiquement. Donc pendant les périodes sèches estivales, ces forêts vont restituer de l'humidité atmosphérique. Donc ça tamponne un peu les climats un peu secs. La forêt, c'est aussi un filtre, notamment par rapport aux précipitations. Et ce filtre va nettoyer l'eau avant qu'elle retourne dans les rivières et avant qu'elle soit utilisée pour l'alimentation humaine. Donc la forêt a d'autres fonctions que support de biodiversité. Elle nous permet de respirer aussi, banalement. Tout banalement, oui. Effectivement, la forêt produit de l'oxygène. Donc ça apporte beaucoup de services, on va dire, à l'homme. Et il est important de les protéger. Pour vous, à quoi elle ressemblera cette forêt demain, dans 50 ans, 100 ans? Ça sera la même? Ça sera la même. Ça sera la même, puisqu'en fait, on est parti sur une production de bois d'œuvre. Et je pense que dans 50 ans, ça sera la même. De toute façon, l'exploitation des arbres en fonction des espèces, hein, quand on est sur des résineux, des sapins, des pins, on va exploiter entre 40 et 60 ans. Quand on exploite le hêtre, on va exploiter jusqu'à 120 ans. Le chêne, entre 150 et 200 ans. Par contre, il y a une menace qui pèse sur la forêt aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et le réchauffement climatique va faire disparaître un certain nombre d'espèces, et notamment le hêtre. Le hêtre est un arbre qui pousse naturellement dans les zones de montagne. Il retrouve des conditions sur Normandie-Maine, sur ces collines de Normandie-Maine, un peu similaires, avec des taux d'humidité atmosphérique supérieurs à 800 mm par an, une certaine fraîcheur. Et avec le réchauffement climatique, le forestier craint que le hêtre n'ait plus sa place. Et il anticipe, parce qu'en fait, le hêtre qu'on va planter aujourd'hui va être exploité dans 120 ans. Donc il se doit d'anticiper ce réchauffement climatique, et il ne désigne plus le hêtre comme une essence, on va dire, productive. On a toujours du hêtre qui va pousser en sous-étage, mais il n'aura plus de vocation de production. Merci beaucoup, Michel Amine, merci. On l'aura compris, la forêt reste un important réservoir de richesse et de biodiversité. Mais cet espace de nature est aussi une invitation à la promenade, un endroit où l'on vient pour se ressourcer, à l'image de ces cabanes dans les arbres du domaine de Canon, installées jusqu'à 22 mètres de haut, sensibles au vertige, s'abstenir. Pour poursuivre cette émission, nous nous sommes déplacés dans le Calvados, sur la commune de Mézidon-Canon. La forêt, c'est aussi un espace de loisirs et de tourisme. Nous en parlerons avec le propriétaire de ce domaine de Canon. À ses côtés, nous retrouverons le responsable du patrimoine arboré de la ville de Caen. Car l'une des particularités de cette commune, c'est de posséder les 475 hectares de la forêt de Grimbaud. Dans les années 70, elle a été acquise par la ville pour devenir l'un de ses poumons verts. Loin des regards, loin du bruit, l'endroit est presque introuvable. Bienvenue à l'Échellette, un camping naturiste au cœur de la forêt. 2 hectares de verdure qui font le bonheur de ses adhérents, des habitués venus de toute la région qui se retrouvent ici pour les vacances ou le temps d'un week-end. C'est la nature. On est sous les bois, comme vous voyez, et puis là, on fait un petit peu de travail ensemble. Là. Les fleurs, il y a tout ça qui pousse. Quand il fait un peu plus froid, eh ben on va parfois aux champignons, choses comme ça. Voilà, on découvre la nature en étant nus. Nus, au milieu de la forêt. Le camping de l'Échellette a été créé il y a 35 ans sur ce terrain privé. Ici, les adhérents retrouvent la tranquillité qui se fait de plus en plus rare sur les plages naturistes. Leurs cotisations ont même permis de construire une piscine.
On se répète toujours en disant on est dans la nature, mais elle est tellement riche et elle est tellement fragile. Donc pour nous, c'est une chose à laquelle on est très sensible. Nous, on ne cherche pas à choquer les gens, donc on ne veut pas forcément être vu nu. Donc là, on est dans un endroit paradisiaque pour nous. L'été, ils sont parfois une centaine à se réunir ici, à la lisière de la forêt de Grimbaud. Grimbaud, c'est près de 500 hectares de verdure à 20 km du centre de Caen. Pourtant, depuis 45 ans, cette forêt appartient à la ville. Au début des années 70, Caen s'agrandit et ses quartiers sortent de terre, peu à peu, le béton grignote tout. Alors, pour offrir un peu de verdure et d'espace au Canet, un adjoint au maire nommé Franck Dincombe a une idée. En 1972, il achète à un propriétaire privé cette forêt sans grande valeur pour une bouchée de pain. Débute alors un énorme chantier pour aménager des allées, creuser un plan d'eau et même construire un parcours sportif et un parc animalier. À l'époque, le pari de Franck Dincombe est osé, mais le succès est presque immédiat. C'était aussi l'époque où les moyens de locomotion étaient un peu plus onéreux. On a connu la crise du pétrole. On ne partait pas en vacances très loin et la sortie, c'était on allait en forêt de Grimbaud ou alors à la plage. Avoir une forêt à 20 km, ça peut paraître très loin, mais il y a quand même une fréquentation qui est là et qui prouve que le besoin est là. C'est vrai que c'était une idée de génie et d'offrir au Canet ce patrimoine, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Un patrimoine que la ville de Caen continue d'entretenir et de valoriser. Son parc animalier attire des milliers de visiteurs, environ 300 000 chaque année. On le voit, les grands week-ends, c'est blindé. Là, ça va, on est en semaine, mais c'est vrai qu'arriver les week-ends, dès qu'il fait beau, les parkings sont pleins. Hein. Et ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Le grand air, les promenades pour certains, un dernier refuge pour d'autres. Car la forêt de Grimbaud abrite aussi un lieu étonnant et presque unique en France. Un cimetière réservé aux petits animaux de la ville. Un espace créé il y a une trentaine d'années pour répondre à la demande des citadins. 600 emplacements où sont enterrés des chats, des chiens et toutes sortes d'animaux de compagnie. Un hérisson, par exemple, ça m'est arrivé. Un oiseau aussi. Je crois même de mémoire un poisson aussi, il y a quelques années, quoi, des choses comme ça. Quoi. J'ai vu des gens, oui, en larmes, quoi. Oui, ça m'est arrivé quelques fois, oui. C'est émouvant, c'est vrai. Offrir aux citadins un espace pour se ressourcer ou se recueillir. 45 ans après, la forêt de Grimbaud reste le poumon vert de la ville de Caen. Sylvain Février, vous êtes responsable du patrimoine arboré de la ville de Caen et des forêts qui sont autour de la ville de Caen. Est-ce qu'aujourd'hui, le loisir, c'est la vocation principale des forêts ? Alors la ville de Caen, elle, a décidé que le loisir serait la vocation principale. Ça reste tout de même une forêt de production, mais l'accueil du public est la principale activité et la pédagogie principalement aussi sur l'éducation et l'éveil pour les enfants à la nature. Hervé de Mézrac, on est ici dans votre domaine. Vous avez, il y a 10 ans, monté des cabanes dans les arbres de ce domaine de Canon. Vous avez été le premier en Normandie à faire ça il y a 10 ans. C'est ça. Pourquoi vous y avez cru à ce projet ? J'y ai cru parce qu'on cherchait à avoir des logements dans la ferme. Donc c'est une ferme hein, quand même. Et les gens voulaient vraiment dormir dans la ferme pour pouvoir participer au nourrissage des animaux, à la vie à la ferme. Et du coup, je n'avais pas d'endroit pour poser des maisons. De toute façon, tout est inscrit au monument historique, donc on ne peut pas monter des bâtiments comme ça. Donc j'ai pensé à créer des cabanes dans les arbres, ce qui ne fait aucune emprise au sol. Et ça commençait tout juste à être un petit peu à la mode. Ça a été perçu comment à l'époque ? Par mes amis, ils m'ont pris pour un fou, par ma famille, pareil.
Mais j'ai pris le risque en vendant ma vieille voiture pour pouvoir créer la première cabane. Et finalement, ça a été un succès, mais immédiat, grâce à Internet déjà, mais ça a été un succès immédiat. Sylvain Feuvrier, les forêts aujourd'hui sont aménagées. Est-ce qu'on ne va pas vers un peu des lieux un peu trop artificiels ou des sortes de parcs d'attractions naturels ? Il est vrai que les forêts, il y a une forte demande en public et surtout en fréquentation sportive aussi. La forêt est annexée, on va dire, par les gens. Il y a beaucoup de forêts qui sont privées et clôturées, donc il y a très peu d'espace, notamment nous en Normandie, une région très peu forestière. On crée des aménagements, mais la tendance actuelle est de venir à l'inverse et de démonter, notamment, je parle du parcours sportif de Grimbaud, c'est plus du tout à la mode. Et on est plus sur des pratiques naturelles maintenant et une demande vraiment de nature et de zones plus extensives. En fait. Et alors les gens viennent faire quel genre d'activité Alors l'activité, on a vu tout genre d'activité. Au départ c'était la balade du dimanche, maintenant on a des vététistes, mais c'est depuis les années 80. La marche nordique là, qui est en pleine expansion et puis du trail de nuit, des choses comme ça. Alors on essaie de refuser nous sur la forêt de Grimbaud pour éviter de perturber la faune, mais on a des gens qui courent la nuit, ça peut être surprenant. Et puis on a des tendances, dormir dans les arbres, des choses comme ça qui commencent à s'inscrire. Alors justement, dormir dans les arbres, Monsieur de Mézrac, qu'est-ce qui leur plaît aux gens qui viennent réserver des nuits dans vos cabanes ? En fait, on a des clients totalement différents. Donc il y a des anciens qui veulent se ressourcer un peu, découvrir, parce que souvent ça leur paraît un peu fou, mais c'est des cadeaux qu'on leur a fait, donc ils viennent pour une première fois, puis ils reviennent. Et puis il y a beaucoup de parents avec des enfants, donc on a des cabanes familiales, et ils veulent l'aventure. Donc c'est vrai qu'il y a une petite part d'inquiétude déjà quand ils arrivent, parce qu'il faut quand même monter dans une cabane. Donc il y a des cabanes pas hautes, comme celle qui est à côté de nous, mais il y en a des cabanes très très hautes. On a une cabane qui est la plus haute de France à 22 mètres, donc si vous avez le vertige, c'est foutu. Et du coup, c'est les enfants qui attirent plutôt les parents dans les cabanes, parce que c'est un rêve d'enfant de dormir dans une cabane. Et puis après, ils ont tout un terrain de jeu autour d'eux, donc c'est fabuleux pour eux. Un retour aux sources aussi, un petit peu ? Bien sûr, c'est le retour aux sources de beaucoup de monde, même s'ils n'ont pas forcément connu la nature, mais ils en ont entendu parler, ils visitent de temps en temps des forêts, tout ça, et dormir dans un arbre, c'est quand même la communion totale avec la nature, parce qu'on a des cabanes rustiques. On n'a pas des cabanes avec douche, électricité, c'est des cabanes relativement rustiques, tout en ayant des toilettes sèches et une petite réserve d'eau. Donc on vit très bien dedans, mais c'est pas hyper moderne. Merci beaucoup, messieurs. Pour terminer cette émission, renouons avec l'esprit de la forêt, ses mystères, ses légendes, ses créatures maléfiques. Un endroit où l'on se perd, où l'on se réfugie, où l'on se protège. Notre clin d'œil de fin est conteur. On le retrouve tout de suite avec Erwan, perché dans les arbres. Il était une fois un petit garçon qui s'était perdu dans la forêt. Je dis bien qui s'était perdu dans la forêt, non pas qu'on l'avait perdu dans la forêt. Si on l'avait perdu dans la forêt, les histoires le disent, il se serait retrouvé, il aurait pris soin d'emmener des petits cailloux avec lui. Mais là, il s'était perdu seul dans la forêt, et un petit garçon qui se perd seul dans la forêt, il boude. Et pour bouder, c'était assis au pied du plus grand des arbres de la forêt. Très vite, le vent s'est pris dans les feuillages, a commencé à faire parler les feuillages. Et ce jour-là, les feuilles des arbres chantaient. Les feuilles des arbres chantaient comme chantent les enfants qui se moquent des autres enfants, surtout quand ils se sont perdus dans la forêt. Les arbres chantaient « Si tu t'es perdu dans la forêt, sors de la forêt. » Alors l'enfant s'est mis à pleurer. Mais les arbres continuaient à chanter et disaient « Si tu t'es perdu dans la forêt, sors de la forêt. » Et comment faire, a-t-il dit. Comment faire? Cours autant que tu le pourras, cours toujours tout droit et sans t'arrêter. Si toi tu t'arrêtes pas, la forêt un jour s'arrêtera. François et Pierre, vous êtes un raconteur d'histoire. Est-ce que les contes, ils parlent de la forêt beaucoup? Les contes parlent de la forêt, oui. Parce que les contes parlent d'un temps déjà où on avait peu défriché. Donc très vite, l'imaginaire, en fait, ce qu'on appelle l'imaginaire, c'est-à-dire le dépassement du réel, eh bien, on l'a perdu dans le réel qu'était la forêt qui nous entourait. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la forêt qu'on a perdue?
Ce qu'on retrouve aujourd'hui, toujours l'envie de la clairière peut-être. C'est complètement idiot d'aller dans la forêt pour trouver la clairière. Mais je crois que ça correspond directement à l'image qu'on a du mental. On se perd dans sa tête pour trouver l'éclaircie dans sa tête aussi, non? C'est également un monde habité dans les contes, cette forêt, avec des personnages étranges? Oui et non, ça dépend à quelle période. Les personnages étranges, ils ne sont là que parce qu'on veut bien les y mettre. Donc après, il faut choisir l'époque. Parce qu'il y a quand même des périodes où on s'ennuie un peu, où on garnit les forêts. Le 19e siècle, c'est infernal. On va chercher dans toutes les légendes. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une appréhension complète du monde. Donc on pioche partout. Pire qu'aujourd'hui, pour vous dire. Alors dans nos forêts normandes, qu'y a-t-on? On a des lutins? On a des sorcières? Ah non, on a des choses qui font beaucoup plus peur que ça, un grand silence. Ça, c'est bien un grand silence. Et dans ce grand silence, si l'envie nous prend de faire venir une fée, oui, pourquoi pas. Encore faut-il connaître le monde des fées. Qu'est-ce qu'ils disent de nous, les contes qui parlent de la forêt? Ce qu'ils disent de nous? Ça, c'est malin, ouais. Ce qu'ils disent de nous, je pense que les contes nous... Oui, comme le petit garçon. Je pense qu'ils nous disent de... Si on se perd dans la forêt, cours tant que tu pourras et sans t'arrêter, si tu t'arrêtes pas, tu sortiras de la forêt et la forêt, elle s'arrêtera, oui. Je crois que ça dit que ça. Que cet univers, ce besoin qu'on a continuellement de nous projeter dans la nature, oui. Ce sont nos peurs que l'on projette dans cette nature? Pas uniquement nos volontés. Je crois que le plus grand trouble qu'on ait des arbres, finalement, c'est que quand je regarde un arbre, il y a de grandes chances que j'aille au cercueil avant lui. Vous voyez le problème? Donc ça me donne le vertige un peu. Je crois qu'il n'y a que ça. Merci à vous François et Pierre. C'est du haut de cette cabane que s'achève cette émission, une invitation à vous promener en forêt, à vous y perdre cet été. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes sur notre site internet. Passez d'excellentes vacances d'été. On vous retrouve en septembre. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pace, pine,